Allez. Je reviens 3 ou 4 des cependant ce soir. J'ouvre les paris. Alors j'en ai fait un à l'intro, mais il compte pas. Hein. C'est pour vous mettre dedans. Les cependant, nos parties favorites, c'est ça. D'ailleurs, ce week-end, j'avais annoncé, juste avant qu'on commence, et après, promis, on commence. Ce week-end, j'avais annoncé la partie, pardon, pas la partie, la vidéo résumée de ma timeline de la fin des temps sur YouTube. Elle sortira la semaine prochaine parce que j'ai pas eu le temps de le monter. Ma semaine est chargée, comme vous l'avez compris. Et là, j'aurais pu le faire en rentrant ou le faire ce matin en me levant tôt, mais j'ai pas eu le courage. J'étais un peu trop dans le boulot aujourd'hui. Donc, vous l'aurez, mais la semaine prochaine. Voilà. Donc là, vous aurez les rediffs de la semaine dernière et de ce soir sur YouTube demain parce que voilà. Je suis pas une machine non plus. Vu la vidéo que vous avez eue dernièrement, voilà. Cet artwork est cool. Ouais, j'aime beaucoup cet artwork. Il ne doit pas y avoir beaucoup de cependant ce soir. Cependant! Oui, c'est ça. Un niveau de cependant serait pas mal. Faut que j'y pense, Nero, mais j'ai pas le temps. J'essaierai d'y faire demain, au pire. Juste dans ta fin des temps, on n'a encore rien sur Ultuan, non? Alors, sur Ultuan, non. Non, sur Ultuan, non. C'est l'artwork de Aliatra? Ça? Non, c'est Tyrion. C'est Tyrion qui est représenté, là. Ça va venir, ouais, ça va venir. Oui, ce qui se passe sur Ultuan dans ma timeline, il n'y a encore rien de prévu, mais c'est... Vous avez eu un petit teaser prochain pour qu'est-ce qui se passe dans la fin des temps de la chaîne. C'est le seul truc à sauver les artworks. Oui, c'est vrai, dans la fin des temps, par contre, les dessinateurs, ils se sont fait plaisir, ça c'est sûr. Donc, la deuxième partie du chapitre 10, chapitre 1 du 3e livre, je vous rappelle donc très rapidement, en 2 phrases, en 2 frames, le contexte. Les hauts elfes sont attaqués par des milliers de démons qui popent sur les montagnes. Enkari s'est représenté et a été battu par Tyrion, Teclis, Coril et Caradrian, les grands héros elfiques qui sont restés sur Ultuan, pendant que Eltarion, Eldira et Alariel sont dans le vieux monde pour tenter de sauver Aliatra, la fille de la reine éternelle, et donc la fille bâtarde de Tyrion. Du côté des elfes noirs, les elfes noirs se sont fait ravager la tronche par les guerriers du chaos de Khorne. Ils ont perdu 3 cités majeures sur 6, et les Skaven aussi bien sûr. Et Malekith a décidé d'abandonner Nagaronde et de mettre toutes ses dernières forces en présence sur Ultuan pour défoncer Ultuan et être le seul maître à bord. Seule chose, il est allé chercher sa mère au nord qui ne l'a pas prévenu de l'attaque des démons, d'où le fait qu'il a pris un peu de retard. Des guerriers du chaos non plus. Et sa mère a fait sécession littéralement en lui disant bah non, je te suis pas, suis la fin des temps et abandonne tout espoir, toi qui entres ici. Malekith a dit non, je vais attaquer Ultuan. Et il est ressorti de la tour de Gronde accompagné de une mage, une elfe noire qui s'appelle Drusala et qui lui a laissé pas mal de un cortège de magiciennes. Mais en tout cas, Morathi n'a pas accompagné son fils. Et Nagaronde s'est vidé de ses troupes à part, et Elébron qui est resté sur Arganet pour tabasser du chaotique parce qu'elle adore ça et qu'elle se roule dedans. Sa mère lui a dit fuck, ce qui est libre à l'interprétation. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi les elfes noirs veulent attaquer Ultuan? Bah parce que c'est des éternels aigris. Qu'est-ce que je te dise? C'est vrai que c'est pas très bien le moment, mais bon, que veux-tu hein, on peut pas tout avoir dans un scénario. Et les Brons qui vivent sa meilleure vie, ouais. Pour récupérer Ultuan, c'est leur but ultime. Alors, récupérer Ultuan, à la manière des sites, on va dire. Hein. C'est que je détruis tout et puis après derrière, ouais, ça... Oh, si j'ai tout détruit mais que je suis le chef, ben je suis le chef quand même, quoi. Stratégiquement, c'est extrêmement con. C'est ça. Donc, on en arrive à ce moment-là. On en arrive au tout début de l'invasion de Ultuan. C'est-à-dire que les forces Nagarothi se sont vidées à Nagaronde. Ils ont même brûlé les villes derrière eux, mis à part celle de Elébron, qui est restée en arrière. Rappelez-vous, en termes de pourcentage, je crois que c'était 12% des seigneurs elfes noirs qui avaient survécu à l'attaque des guerriers du chaos de Khorne et 11%, parce qu'il y en avait un qui était mort, assassiné sur le passage, 11% des seigneurs noirs des Dorkai envahissent Ultuan. Du coup, ils n'ont pas pris de furie. Non, ils n'ont pas pris de furie. Techniquement, les furies sont restées avec Elébron.
Et les Bron et Moratti qui sont les seuls à rester à Nagaroth, ça aurait pu devenir un vrai bon truc. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors bien sûr, n'oubliez pas, pas de spoil pour ceux qui n'ont pas lu dans le chat, je vous préviens bien sûr d'avance. Sinon, c'est des bans temporaires, voire définitifs, si vous n'appréciez pas le ban temporaire. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous grandement. Ça doit être vachement moins drôle sans Fury, le voyage. Un voyage, oh, ça dépend, hein, ça doit être plus calme, je dirais. On dit Durkai, c'est la prononciation correcte de Drushi. En fait, champêtre, on me le répète souvent ça, mais je l'exprime comme je l'ai appris, la première fois que je l'ai entendu, le nom des elfes noirs, le nom elfique des elfes noirs, dans Mark of Chaos, le jeu Mark of Chaos, qui pour moi avait un très bon doublage français. Et Mark of Chaos, ils disent Durkai. Et j'aime beaucoup Durkai. Azur, Durkai et Asrai. J'aime bien le côté un peu aïe 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 aïe. Pas besoin d'être devin comme Dame Malekith va perdre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les premiers jours de l'invasion? Eh bien, dites-vous que... Alors, jouez, hein, les gars. Jouez à l'arnaque et Barakvar. Jouez, allez-y, jouez. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le tout début de l'invasion, à quel moment d'après vous... Enfin, pas d'après vous, mais... C'est quand même bien écrit. Hein. En tout cas, dans leur niaiserie, ça peut être très bien écrit à des moments. Et dites-vous que l'armada elfe noir, composant des milliers de vaisseaux, hein, bien évidemment, qui sont sous le commandement de Soulsbeer et de surtout Lokir, bien évidemment, sont si nombreux, si imposants sur la ligne de l'horizon, prêts à ravager Ultian, etc. Et ils ne seront pas détectés, bien évidemment. Ils ne seront absolument pas détectés parce que, je vous le rappelle qu'en même temps, les elfes sont en plein assaut en train de se battre contre les démons et Enkari. Parce que ta gueule, c'est magique. À peu près ça, voilà. J'aime bien ta façon de raconter, avec plaisir à l'arnaque. Et justement, il y a quand même déjà un petit échange. Merci beaucoup Tariq pour ton prime du 22e mois. Merci beaucoup. Il y a quand même des patrouilles maritimes qui vont rencontrer les forces des elfes noirs. Et c'est là... Alors, alors j'ai relu 3 fois hein, pour pas être un gros débile. Mais je vous remontre juste la carte. Je vous remonte juste la carte. D'ailleurs, je vais même pas vous montrer la carte d'Ultian. Je vais vous remontrer la carte de Nagaroth. Hein, voilà. Est-ce qu'on... Voilà. Donc, les elfes noirs partent de Nagaronde avec la flotte de Karonkar, donc dirigée par Lokir, passent dans la scie de la Malice, là dans la mer de la Malice, hop, et ils passent ensuite au sud pour aller attaquer Ultian qui est ici. Hein, on voit d'ailleurs Thor Anlek hein, qui est marqué ici et Ultian qui est là. Ils n'ont pas installé Waze, ça arrive. Alors, je vais vous remettre maintenant la carte d'Ultian. Voilà, donc on est d'accord, hein, Thor Anlek c'est là, hein, on est bien d'accord, c'est ce qu'on voyait apparaître sur la carte des elfes noirs. Donc on est d'accord que ce gros carré là, ici là, ce gros carré, c'est bien l'endroit par où ils arrivent. Hein, ils arrivent par ici. Ils arrivent, point cardinaux, allez-y le chat, ils arrivent par où? Normalement, ils arrivent en ivresse. Mais non, t'es con, l'ivresse, c'est à droite. Ivresse, c'est à droite, c'est ici, ivresse, bordel. Ils arrivent à Nagarit et à Tiranoc. Techniquement, c'est leur point de départ. Nagarit, c'est le point de départ de quasiment toutes les invasions. Donc, allez-y, point cardinaux. Ils arrivent par où? Le schnorr, nous dit Spawn Music. Droite, c'est pas un point cardinal. Putain, au secours. Vous me cassez les fesses. Ils arrivent par le nord-ouest. Merci. Ils arrivent par le nord-ouest. Je vous lis la première phrase. La première phrase de l'invasion elfe noire. L'armada des elfes noirs vint de l'Est.
Non, non, ils arrivent de l'Est pour attaquer Tiranoc. Je vous remets la carte. Tiranoc. Ici. Et toute cette côte-là. Vient de l'Est de Nagaronde. Ça marche. Non, 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 non. L'armada des Elfes Noirs vient de l'Est tel un vent de tempête. Ils frappèrent les ports fortifiés de Thor-Inra et de Merokai sur les côtes de Tiranoc. Voilà, voilà, voilà. Donc tout ça, hein, ça dépend comment tu tiens la carte. Voilà, 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 voilà. Comment ils ont fait pour se louper? Ils arrivent depuis les montagnes Anuli. C'est les mecs qui ont fait ah, tourne. Je suis curieux, je vais voir en VO. Ah oui, par contre, vérifie en VO. Ça serait très très drôle qu'ils l'ont fait. Ça peut être une erreur d'impression. Hein. On peut laisser le doute à une mauvaise traduction. C'est très certainement ça, Zach Nafir. Pour te dire, hein, rien que dans les 30 pages de ce soir, j'ai vu 7 erreurs d'impression sur mon livre. Donc, disons que même imprimé et traduit en français, ça a été fait par le cul. C'est Grom qui a écrit ce passage, c'est ça. Qui a demandé à Perceval et Caradoc de guider la flotte Elfe Noire. Page combien? Page 22, Quentin. Page 22, première phrase. Ah ouais, quand même. Non mais voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu à quel point on en est. Donc, on comprend bien quand même qu'ils arrivent du nord-ouest. Ils attaquent Tiranoc, les côtes de Tiranoc et y compris les côtes de Nagarit, bien évidemment. Les côtes de Nagarit qui sont quasiment désolées, hein, je vous le rappelle. La flotte de Lokir va essayer en fait d'attirer la flotte de Tiranoc vers le sud pour tout simplement diviser les forces aux elfes pour éviter de se prendre tout dans la tronche. L'Est, c'est à droite sur les cartes. Oui, c'est ça. Salut Bodycount, je reviendrai sur YouTube. Merci beaucoup. C'est pas la fin des temps, c'est la fin de la trad aussi. Ouais, malheureusement. Et ça va marcher, ça va fonctionner, le fait que Lokir attire du monde vers le sud. Mais comme je vous le disais, à quel moment arrive l'invasion Elfe Noire? Elle arrive au moment où Enkari est vaincu. Mais pas vraiment genre en disant cette phrase comme une tourne de phrase classique. C'est pas vraiment au moment, entre guillemets. C'est au moment. C'est-à-dire qu'en fait, véritablement, les Elfes Noirs, lorsqu'ils arrivent aux abords, quand ils voient les rivages de Ultuan, et qu'ils se disent, c'est bon, on accoste dans 5 minutes, vous avez, rappelez-vous le stream de la semaine dernière, vous avez l'impulsion de bannissement magique de Teclis qui se dirige vers l'extérieur d'Ultuan et qui se dépop devant les navires Elfes Noirs, du genre, on vient de bannir les démons, on a gagné, ouais. Ils ont du bol niveau timing. Ah, c'est beaucoup de bol niveau timing. Hein. Beaucoup, beaucoup de bol. Voilà, voilà. Bonsoir Jérémy. J'arrive un peu tard. On vient de commencer, Jérémy, t'inquiète pas. Et donc, la flotte de Lokir va bien sûr couler des navires et attaquer des ports pendant super longtemps, mais il va quand même avoir un peu de mal à contenir la flotte de Tiranoc à l'ouest. Il va réussir, mais pas suffisamment longtemps. De l'autre côté, ceux qui envahissent par Nagarit, donc qui envahissent par la grande puissance, par le terrain qui s'y prête le mieux, se dirigent en fait vers une porte. Je vous rappelle qu'au nord-ouest de Ultuan, l'endroit où les elfes noirs attaquent depuis tout le temps, les hauts elfes ont fortifié les montagnes Anuli pour éviter que, directement par les 5 cols qui mènent à l'intérieur des terres, les elfes noirs puissent débouler. Il y a la porte du phénix, la porte du dragon, la porte de l'unicorne, pardon, de la licorne, il y a la porte de l'aigle et il y a la porte du griffon. Et pour vous dire, de ces portes, il n'en reste plus que 4. Il y en a une qui est tombée face aux démons. L'impulsion va pas péter les bateaux. Non, en fait, l'impulsion se dissipe devant les bateaux, littéralement. On autorise les timings douteux. Oui, non, mais t'inquiète pas, c'était pas un cependant, ça. En VO, c'est ouest, donc l'ouest. Merci, Scar, merci. Donc, c'est bien une erreur de traduction. Mais voilà, ça vous explique un petit peu le plaisir que j'ai à relire ça. Et vous allez me dire, les elfes noirs débarquent normalement en Nagarit, avec Anlek, qui était leur ancienne capitale, et attaquent la porte du Phénix et la porte du Dragon. Mais là, changement de programme, Malekith, en tout cas ses armées, attirent les forces de Tiranoc vers le sud, avec la flotte de Lokir,
et débarquent à la jonction de Tiranoc et de Nagarythe, donc par ici. Ils arrivent à la jonction ici. Pourquoi? Parce que comme ça, une guerre éclair peut être tentée. Une guerre éclair peut être tentée. Malekith envoie sa première armée. Alors il en a 3. Il a 3 axes majeurs d'attaque. Et tout simplement, il attaque au Nightwood, là, qui sont le bois de la nuit, hein, qui sont ici. Et avec sa première armée, qui est composée bien sûr de Malus Darkblade, accompagné de Drusala, la grande sorcière qui l'accompagne depuis Gronde, eh bien, ils attaquent la porte de l'Aigle, qui est ici. Et c'est la première grande bataille du livre Kane, la première grande bataille détaillée. Et vous vous rappelez, on en a parlé lors du stream précédent, là on est dans le livre Kane, les mecs. On est dans le livre Kane. Il y a un nombre impressionnant de héros légendaires, parce que là on regroupe les 3 peuples elfes. On a vraiment beaucoup de choix pour dire, bah lui on va le mettre là, lui on va le mettre là. Il n'y a pas même que des seigneurs légendaires, il y a aussi des grands héros, hein, chez les elfes. Et vous avez donc du côté des attaquants de cette bataille, vous allez avoir, comme je viens de vous l'expliquer, l'un des personnages préférés des peuples elfes, bien sûr. Allô? Non, tu veux pas l'afficher? Hop. Bon, pardon, vous l'avez en blanc, mais bon, c'est pas grave. Vous avez... Attendez. Non, si, oui, peut-être. Tu veux pas? Non, il veut pas. Excusez-moi, il veut pas. Bon, c'est pas grave, vous l'aurez en fond blanc. Vous avez donc Malus Darkblade, Drusala, des hordes de chevaliers noirs, de chevaliers sans-froid, excusez-moi, des hydres de guerre, de l'infanterie, etc. C'est un assaut de portes fortifiées, hein. Des portes qui ont très souvent mis mal à l'aise et battu même les armées de Malekith. Et donc vous allez dire, bon déjà, ok, il y a la sorcière suprême envoyée par Morathi et il y a Malus Darkblade, donc déjà perso légendaire assez vénère. C'est sa première bataille, donc techniquement il va mettre des quiches. Quel héros ils mettent en face? Quel héros légendaire, seigneur légendaire ils mettent en face de ce petit peuple du côté des hauts elfes? Ce n'est pas ce qui manque. Et on n'a personne. Et les défenseurs de la porte de l'Aigle sont tous des inconnus. À ce moment-là, Eltarion est déjà mort. Non, il n'est pas déjà mort, il est parti sur le Vieux Monde. La garnison du Scénarium. I'm starting to see a pattern. Voilà, c'est ça. La bataille est perdue d'avance si t'as pas de perso légendaire. C'est pas illogique vu qu'ils sont tous contre les démons. Alors, j'ai pas dit que c'était illogique, mais t'en es au 3e livre, tu sais comment ça va se passer. Hein. Tu sais comment se passe. Je sais pas, mais quand tu es écrivain, tu fais naître le stress, tu fais naître le suspense quand même à tes lecteurs. Et c'est très simple. Le nom de la bataille s'appelle Massacre à la porte de l'Aigle. Tu prends les lecteurs pour des teubés. Ah oui, non mais ça a marché pour toi, mais... Titre spoil. Voilà. C'est assez terrible. Donc, comment va se passer la bataille? Alors, petit descriptif de la bataille. Pareil, je ne voulais pas vous la décrire intégralement parce que ça rallongerait les streams, c'est un peu chiant. On va pas se mentir. Les livres s'appellent La fin des temps. Mais oui, mais je sais pas, mais la fin des temps, pour moi, c'est le cataclysme. Je sais pas, dans la fin des temps, je sais pas, mais pour moi, dans un monde comme Warhammer, comme dans la Dark Fantasy, la fin des temps, ça annonce les plus grandes batailles, les pires, les plus grandes, mais pas la fin du tout. Sinon, t'appelles ça la fin du jeu. Pas quand tu travailles sur les aides de Game Workshop, ouais, j'avoue. Ouais. Comme les chapitres est long, on pardonne. Le build-up est fait pour tout au long du chapitre. Il y en a 3 de batailles dans ce chapitre. Ouais, je sais. On va en faire 2 là ce soir. La fin des temps, c'est la résolution de la guerre ultime. Voilà, on est d'accord. La bataille Malus détruit tout. Non, parce qu'il se passe quand même quelque chose d'extrêmement important dans cette bataille. Même plusieurs choses Nehru durant cette bataille.
Durant cette bataille, Malus Darkblade, sous l'égide et l'énorme puissance qu'il a de ses chevaliers sur sang froid, qui sont un peu sa spécialité, attaque la porte de l'aigle. La porte de l'aigle est défendue par Ivran, je crois qu'il s'appelle Ivarn, pardon, Ivarn, un seigneur de l'Auterne qui est en faction ici. Le principe étant que la porte de l'aigle, c'est pas pour rien qu'il l'attaque, c'est que déjà il y a très peu de terre à l'ouest, donc pas beaucoup de temps pour te faire intercepter, et elle est quasiment proche d'un débarcadère naturel pour pouvoir tout de suite attaquer la porte de l'aigle. C'est le but de Malus, passer tout de suite à travers la porte avant que les forces d'Ellyrion et de Tiranoc et aussi de Nagarit, donc 3 armées aux elfes qui peuvent, elles, vous encercler, ne brisent le siège. Le but étant de littéralement passer à travers la porte, Blitzkrieg, littéralement, pour tout de suite massacrer les habitants et en faire une place forte, un point de départ, une base d'opération pour débarquer en Ultuan et avoir un point fort. Le seul truc, c'est que la porte de l'aigle, c'est une des 5 portes d'Ultuan. C'est ultra défendu, mais comme vous l'avez compris, les guerres de reconquête viennent de se terminer. Enkari a été battu, mais les démons ont fait d'énormes, énormes dégâts. Le seigneur qui dirige la porte de l'aigle, le fameux Ivran, il a quand même one by one un prince démon de Nurgle. Un prince démon ou un grand immonde, c'est pas précisé, mais un grand démon de Nurgle. Donc le gars, il a one shot un truc comme ça. Donc déjà, le prince elfique, faut pas lui souffler dans les bronches. Mais la porte en elle-même est extrêmement affaiblie. Le démon majeur ou le prince démon de Nurgle, avant d'être abattu, a pété 6 enceintes sur 8, a percé 6 enceintes sur 8 de la porte de l'aigle. Et une des portes extrêmement imposantes, enfin pas une des portes, pardon, un des murs extrêmement imposants qui protège littéralement la passe elle-même qui mène de l'autre côté, eh bien, a un trou de 300 mètres. C'est-à-dire que la cité, c'est littéralement Total War Warhammer. Tu viens de te faire attaquer par Noctilus, tu l'as battu, mais tu as fait une victoire à la Pyrrhus totale où tout est pété, et direct après, tu as les armées d'invasion d'elfes noirs dans le même tour qui tombent dessus. Ils sont vraiment en classe, ces elfes en blanc. Ouais, j'aime beaucoup. Vieux artwork, celui-là, pour ceux qui l'ont connu. À l'instant, j'ai eu très peur, j'avoue. Et donc, Malus Darkblade va envoyer ses forces et surtout ses chevaliers de sang-froid tout de suite attaquer les murs de bouclier elfique, chose qui n'est pas due parce que le guerrier aux elfes qui protège la passe avec ses armées, eh bien, ne va pas rester derrière les murailles, il va protéger les brèches, bien évidemment. Dans les premières minutes de la bataille, Malus Darkblade, aux côtés de ses chevaliers de sang-froid, il y en a plusieurs régiments, il y en a qui sont des chevaliers de sang-froid qui viennent des cités elfes noirs qui sont tombés, et il a les siens de Haggraef. Il va attaquer avec tous ceux qui sont des anciennes cités tombées, et la bataille, l'attaque, va durer 6 minutes. Salut Gimilzor. J'espère que tu vas bien. Littéralement, comme c'est décrit, l'assaut ne dure que 6 minutes. Plus que moi. Je le sais, j'ai vu le tableau. Bonsoir Kefas. Cédri Doumbé est passé par là. Ouais, c'est ça. Salut Dadidroom. Vraiment n'importe quoi. Et en fait, détrompez-vous, ça dure même pas 6 minutes parce que les sang-froids seront mis en déroute par les hauts elfes. Il n'y a que Malus qui essaie de maintenir le ligne et qui n'y arrivera pas et qui va également s'enfuir. C'est même pas... Donc littéralement, les elfes noirs, ils chargent avec leur foutue charge chevalier de sang-froid à travers des lignes seulement de lanciers qui sont que de 5 de large et ils passeront pas à travers. Bon, faut pas oublier que sur les murs, il y a les archers de Calédor, il y a des balistes, il y a du vénère, il y a du vénère. Oui, parce que je n'en ai pas parlé, mais dans les troupes qui protègent la garnison de l'Aigle, il y a les sorts de Tor Caléda. Tor Caléda, c'est en Calédor. Donc il y a des Calédoriens qui défendent cette porte. Alors que rappelez-vous, les Calédoriens, avec Imric, se sont enfermés dans leur territoire et ont fait sécession. En gros, on n'aidera que Calédor. Sauf que là, c'est une garnison de porte. Et la garnison de porte, très souvent, vous êtes nommé là-bas, vous devez faire un temps et vous rentrez chez vous. Et là, apparemment, il y a des archers de Calédor et aussi des princes dragons qui sont là et qui ont refusé de repartir chez eux et qui défendent Ultuan par honneur et par vœu.
en fait, aux côtés de tous les autres peuples. Donc là, vraiment, hein, les hauts-elfes sont alliés. Malus va se faire repousser lors de cette bataille directement et va tout de suite, vu qu'il comprend qu'il ne passera pas à travers comme ça, il va tenter une guerre classique, un assaut classique sur une porte, sur une porte défensive qui a des brèches. Il va envoyer toute son infanterie au contact de l'infanterie aux elfes. Sauf que il a des corsaires, il a des lanciers, il a des tristes lames, des affreux lances. En face, c'est des gardes maritimes. Enfin non, c'est pas des gardes maritimes, c'est des lanciers d'Athènes qui sont un peu comme les troupes d'Aldorf pour les impériaux. C'est des troupes un peu au-dessus, un peu la garde argentée si vous préférez dans Total War. Et la guerre de face et de front, alors qu'il y en a certains qui sont en défense derrière avec des protections, ça passera pas. Les hydres sont refoulés. Pendant une journée entière après les 6 minutes d'attaque de Malus, les elfes noirs vont être encaissés du mieux qu'ils peuvent. La stratégie aux elfes paye et maintient. Le fait qu'ils soient dans un goulet d'étranglement les aide, faut pas se mentir, parce qu'il y a tellement d'elfes noirs qui débarquent que c'est assez impressionnant. Et le but pour les hauts elfes, bien sûr, c'est de tenir le plus longtemps possible pour que Tiranoc et Nagarit arrivent dans le dos et défoncent, bien sûr, les elfes noirs en prenant le siège à contre-coup. Gloire au Saint-Goulet, bien sûr, Mav, si tu nous écoutes. Et Malus toujours là, avec derrière lui Drusala, donc la mage qui fait « Vous êtes trop nul, monseigneur, vous n'y arrivez pas. Voulez-vous de l'aide? Non, je veux pas d'aide. » Son petit démon dans l'épée, « Ah là là, tu n'y arriveras jamais, tu n'es qu'un échec, laisse-moi t'aider. »« Non, shut up, demon. » Voilà, exactement. Et justement, au troisième jour, au troisième assaut qui se passe presque à la deuxième journée de combat. Donc ça dure longtemps quand même, une journée de combat non-stop. C'est pas genre on est posé devant la porte et on attend, pouf, une journée de combat. Non, c'est des combats non-stop. À la deuxième journée de combat, Malus se dit non, là il faut passer, on n'a plus le choix, ça fait déjà trop longtemps. Tiranoc et Nagarit vont nous tomber dessus. Il faut absolument qu'on perce. Il y retourne ce coup-là avec ses propres chevaliers, donc ceux de Arganeth, et non pas de Haggraif, et non pas des autres cités, qui sont un peu des lâches comme il les décrit, et il attaque avec vraiment toute sa puissance, toute sa volonté. Et c'est à ce moment-là que l'armée de Tiranoc arrive. Au moment où Malus est dans la mêlée, l'armée de Tiranoc arrive dans le dos des elfes noirs. Et à ce moment, Malus décide de libérer le démon. Malus sait qu'il va perdre. Malus, là, il sait qu'il va perdre. Il a une armée qui lui arrive dans le dos, il a une armée qui ne veut pas céder face à lui. Eh bien, il va se soumettre à Tsarkan. Il va libérer son démon. L'épée Warp de Kain, c'est l'épée qu'il a, c'est pas l'épée de Kain, c'est l'épée Warp de Kain. Ne cherchez pas, c'était traduction pourrie. Malus disparaît. Sauf que lorsque Malus ressent que Tsarkan prend le contrôle de son corps, il se dit qu'il y a un truc qui va pas. Il se dit « Waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus puissant que d'habitude. » Et tu sens que Malus se fait écrasé par le démon, en fait, presque littéralement. Mais c'est quoi ce démon, en fait? C'est un démon qu'il a soumis lui-même, je crois, dans l'artefact. Je crois que c'est ça. J'ai pas lu les trucs de Malus, faudrait que je revise Malus, je me souviens plus. En tout cas, il a une épée où il y a un démon enfermé, un démon de Slanesh, bien évidemment. Et lorsque Malus est possédé par Tsarkan, il devient gigantesque, il devient lui-même un démon majeur, et il commence à ravager les troupes qui sont autour de lui. Le souci, c'est que, comme vous l'avez compris, Tsarkan est totalement incontrôlable. C'est-à-dire que Tsarkan, il attendait le bon moment pour libérer sa puissance. Sauf que Tsarkan, c'est un démon. Il est pour personne dans cette guerre. Il n'est pas pour les elfes noirs, il n'est pas pour les hauts elfes. Il est là pour buter du monde, lui. Il est là pour se délecter des âmes elfiques. Et justement, au moment où il va se libérer de l'épée, il va commencer, certes, parce qu'il est en pleine mêlée, à tuer des hauts elfes. Il va commencer à frapper frénétiquement tout autour de lui, parce que c'est trop bien, il y a plein de morts, super.
Bien entendu, Ivarn, le seigneur aux elfes qui dirige la porte de l'aigle, voit que le démon est beaucoup trop fort. Il va faire trop de dégâts. Il se dit « j'ai mes chances » parce que j'ai déjà battu un démon majeur en one-shot. Et bien entendu, le seigneur totalement inconnu de l'histoire de Warhammer qu'on venait de nous popper pour cette bataille se fait littéralement one-shot en un seul coup par Zarkhan. Par ce fait-là, les hauts elfes, dans leur science du combat et de la hiérarchie du combat, reculeront, non pas en fuite, mais dans un extrême maintien de coordination malgré la mort de leur général. Et ils vont reculer dans la brèche pour en fait se servir de Malus lui-même transformé, donc de Zarkhan, qui est complètement devenu charbé et qui commence à maintenant massacrer les elfes noirs qui sont autour de lui. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les elfes noirs, certes, ils ont tué le général aux elfes, mais les hauts elfes se sont retranchés dans la forteresse. Et il y a un démon majeur qui vient de popper au milieu de leurs troupes et qui commence à les massacrer alors que l'armée de Tiranoc arrive derrière et qu'elle commence déjà à ravager leurs rangs. Bon, vous l'avez compris, mais les elfes noirs à ce moment-là, ils se disent on est foutus. Et Drusala, la sorcière qui accompagne l'armée, donc rappelez-vous, Drusala, l'émissaire envoyé par Morathi pour suivre Malekith dans son invasion, Drusala se dit bon il va falloir que je maintienne et que j'arrête l'énergie de Malus. C'est une sorcière extrêmement puissante, Drusala. Et au moment où elle se dit bon, la bataille va être très mal tournée, pour en rajouter une couche, des dragons se font entendre. Les elfes noirs lèvent leur tête et ils voient des centaines de dragons leur foncer dessus. Cependant, tous les Calédoriens qui sont dans la forteresse à ce moment-là, tous les princes dragons qui protégeaient la porte principale, tous les archers qui étaient sur les murs, qui venaient tous de Tor Caléda, au moment où les dragons flottent dans le ciel, tous les Calédoriens massacrent à ce moment-là les hauts elfes à leur côté. Les princes dragons qui protégeaient la porte égorgeront tous les elfes qui sont leurs alliés depuis des semaines entières à leur côté. Et tous les archers qui protégeaient les lieux et qui tiraient sur les elfes noirs depuis 3 jours se mettent à mitrailler les hauts elfes en contrebas condensés dans la brèche. À ce moment-là dans le ciel, les dragons ont au milieu de leur rang bien évidemment leur seigneur et maître Imric, prince de Calédor, et aux côtés d'Imric, il n'y a personne d'autre que Malekith. Salut Kirkano. Horde 66. Lors de cette bataille, c'est la trahison de Calédor. C'est officiel. Calédor a trahi le trône Phénix. Il a rejoint Malekith. Comment les troupes sur place ont su? En fait, c'est prévu depuis des mois. Techniquement, la rébellion de Calédor et l'alliance au moment où Malekith attaque est prévue depuis même avant l'attaque des démons. Pas étonné, voyons, n'importe quoi, j'ai pas compris, what the fuck, sale traître. Kirkanos qui fait oh, traîtrise. Il n'y a plus personne sur le trône. Ouais, c'est à peu près ça. Je ne comprends pas cette habitude merdique de mettre les personnages dans une situation impossible juste pour le plaisir de les sauver avec un autre Deus Ex Machina, je sais. Je n'avais jamais envisagé les elfes aussi traîtres que les Skaven. Salut Pesmoukat, j'ai raté beaucoup de choses. Bien 50 minutes, ouais. Si on est chez les traites, on fomente, on complote, on est des salopes. J'ai la ref. C'était pas un sort lancé pour les contrôler, c'est vraiment une trahison. Ah oui, non, c'est officiel. Hein. Littéralement, les princes dragons, ils égorgent les lanciers et les archers qui sont à côté d'eux en leur disant pardon, mais j'avais pas le choix. Voilà. Les elfes n'ont pas d'honneur, on le sait depuis le début de la guerre de la barbe. Allez, ça va faire un ban de 10 minutes, ça, pour Pépé Yarrick, parce que ça me saoule.
J'ai le doigt sur le bouton, hein. Je vais devoir rattraper tout ça, pas de soucis, pièce mon 4. Donc, la porte, alors là, avec les renforts de dragons qui arrivent partout et surtout la trahison des Calédoriens à l'intérieur de la porte de l'aigle, la bataille portera bien son nom. Ça sera un massacre. Ça sera un massacre total, unilatéral. Aucune chance pour les hauts elfes. On s'y attendait. Malekith détestait Calédor avant même de trahir Ultian et assassiner Belshazzar. Et maintenant, ça se bat ensemble au KLM. C'est ça. Vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous expliquer comment. Parce que c'est expliqué dans le roman. Parce qu'ils ont essayé de faire ça explicatif. Nothing personal, guys. Ça devrait ça. C'est expliqué pourquoi? Oui, je vais vous le dire, Phobos. Malekith, Malus, Drusala, Imric, tous ensemble alliés contre les hauts elfes et vont prendre la porte de l'aigle. La porte de l'aigle va donc tomber et c'est comme ça que l'invasion d'Ultuan va commencer officiellement. De l'autre côté de l'île, continent d'Ultuan, après la bataille de la Tour de la Lune, la fameuse bataille qu'on a vue la semaine dernière où Tyrion et Théclis, accompagnés de Coril, bannissent Enkari avec le sort What the fuck, en brisant le bâton de l'Iliade, je le rappelle, Tyrion avait raison de bannir Imric. Ouais, il aurait mieux fait de le buter s'il n'aurait pas voulu être trahi. Mais ça, vous allez voir, vous allez essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Et justement, Tyrion vient de retourner en Loterne, donc à la capitale, mais son frère n'est plus là. Son frère, Théclis, ne l'accompagne plus depuis que le bâton de l'Iliade est tombé. Je vous rappelle qu'il avait été extrêmement affaibli et que depuis, Théclis n'est plus vraiment dans les rangs. Tyrion va commencer à littéralement péter un câble. Vous avez déjà compris qu'on a vu la semaine dernière, sa fille, prisonnière des vampires, l'un de ses meilleurs amis et son écuyère parti la sauver avec des forces en présence d'Ultuan qui auraient été nécessaires sur l'île. Sa femme, sa tsundere qui part dans Athel Lorraine et qui ne revient pas. Personne ne revient, personne ne lui donne de nouvelles. Son frère qui disparaît, on ne sait pas où il est passé. Et derrière, l'attaque de Malekith. Et en plus, pour terminer, la trahison de Calédor. Parce que, bien évidemment, rappelez-vous, il y avait une armée de Tyrannok qui était venue aider. Et les Calédoriens, après avoir massacré les membres de la Porte de l'Aigle, ne sont pas allés poursuivre les Tyrannokiens. Les Tyrannokiens, d'ailleurs, qui ne se sont pas réfugiés chez eux, parce que Tyrannok, je vous rappelle, je vous remontre l'île, Tyrannok, c'est complètement un territoire qui est entre Calédor et Nagarythe, donc entre les elfes noirs et les traîtres calédoriens. Donc ils se sont enfuis par la passe de l'Aigle et ont rejoint Ellyrion et après sont retournés en Néathène. Donc Tyrion, il est au courant de la trahison à ce moment-là de Calédor. Donc Tyrion, il n'est pas content. Il se transforme en Hulk. Pas loin. Malus dans la bataille, il lui arrive quoi? Je vais t'en parler aussi, donc il coupe, ne vous inquiétez pas. Je peux pas parler vraiment de tout, essayer de suivre, parce que même moi, c'est compliqué d'essayer de vous le résumer comme ça, d'accord? C'est très compliqué, c'est un livre où il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Tyrion va tellement péter un câble qu'il va dire, ok, là c'est terminé, on a non seulement les elfes noirs qui nous attaquent, mais c'est la première fois depuis la déchirure qu'on a des traîtres dans les rangs d'Ultuan. Donc Tyrion il fait, ça suffit. Je vais voir Finubar. Je vais dans sa tour de constellation et je vais lui dire ce que je pense. Il faut qu'il se bouge. Il faut que le trône phénix soit apparent. Il faut réunifier Ultuan. Tyrion, il va se diriger vers la salle principale et la chambre de Finubar le voyageur. Et il va tomber face à Coril. Coril, capitaine des Lions Blancs, grand protecteur et garde, bien évidemment, du sanctuaire du trône Phénix, du roi Phénix. Et Tyrion va tellement péter un câble face à Coril qui ne veut pas lui ouvrir la porte parce que c'est la loi. Eh bien, Coril va comprendre la détresse de Tyrion, va comprendre ce qu'il est en train de vivre et va se dire, attends, il a quand même raison là. Imric qui trahit, non là c'est trop. Et en fait, c'est pas Tyrion qui va ouvrir la porte et même forcer magiquement la porte, il va pas la forcer avec son épée, c'est Coril lui-même qui va briser le sortilège à coups de hache qui protégeait la porte pour rentrer à l'intérieur de la chambre de Finubar. Et ils découvriront
Finubar en lambeaux, pourrissant, mort depuis des mois. Il est mort depuis avant l'assaut du chaos. Donc, devant ça, non seulement Coril se sent à un niveau extrême d'échec, parce qu'il est censé protéger le roi Finubar, et il est mort, très certainement assassiné dans sa chambre. Ça ne se sentait pas derrière la porte, non, parce que c'est un verrou magique, TGC magique. Et derrière, Tyrion, il comprend que Théclis lui a rien dit. Parce que Théclis, il l'a vu techniquement, selon la timeline. Il l'a vu, Théclis. C'est vraiment bof de faire mourir le roi Phénix comme ça. Ça leur éviter de faire des règles, Jonah, parce qu'ils n'ont jamais fait de règles pour les grands seigneurs, mis à part Malekith. Le bon roi Arthur qui essaye tant bien que mal d'expliquer de quoi la quête de Graal et ses chevaliers, donc nous sont ah, mais que veux-tu? Théclis à Vente. Je peux pas, je l'ai dans la Vente. C'est fragile un courant d'air, un petit rhume et ça meurt les elfes. Il me semblait aussi que Théclis était au courant. Oui, Théclis est au courant. Et à partir de là, eh bien, sous le fait et la preuve que Finubar est mort, eh bien, le conseil de Loterne, donc où ils sont plus 10, mais ils sont plus que 9, vu que Imric a trahi, eh bien, et puis surtout, ils sont même plus 9, je crois qu'ils sont plus que 5, parce que quasiment tout le monde est mort avec les démons. On révèle de quoi il est mort, ou c'est un spoil? C'est Malekith qui l'a tué. Hein. Il a été massacré avec des gantelets de métal, c'est décrit. Il est massacré et éviscéré à coups de gantelets de métal, avec des griffes de métal. Donc on comprend que c'est Malekith qui l'a tué. C'est dans la vidéo précédente, tout à fait. Et Tyrion est donc nommé par le conseil d'Ultuan avec la mort de Finubar, non pas roi Phénix, parce que pour cela il doit passer dans la flamme Phénix, mais il est nommé régent d'Ultuan et sera, dans le futur, après la victoire contre Malekith, le 12e roi Phénix. Il est nommé comme ça. Tyrion, fort de sa nouvelle autorité, va mobiliser les armées qui sont déjà extrêmement mobilisées parce que les démons ont attaqué encore il n'y a pas si longtemps que ça, et va tenter de couper court à l'assaut de Malekith. Il a compris que Malekith, je vous remets la carte, il a compris que Malekith vient de fortifier la porte de l'Aigle. Pour l'instant, lui, il est à Loterne, au sud. Et il comprend, par le fait des rapports qu'on lui donne, beaucoup de choses se mobilisent vite hein, en Ultuan. Il comprend que la porte de l'Aigle n'est en fait qu'un point fort. 2 armées sont mobilisées. Une armée à l'intérieur d'Ellyrion est mobilisée, c'est l'armée de Malus, parce que Malus est revenu. Drusalla, la magicienne elfe noire qui accompagne Malus depuis le début, a réussi lors de la bataille non seulement à réemprisonner Zarkan dans l'épée. Comment elle a fait ça? Personne ne le sait. Mais en plus derrière, là aussi chose intéressante, elle a réussi à voler une partie de l'énergie physique du démon majeur de l'épée et à l'incorporer dans Malus définitivement. Ce qui fait que Malus reste Malus elfique, mais possède la force physique du démon. Ok? Cependant... Mais vous allez me dire, attends, tout le monde a vu Malus se transformer. Tous ceux qui étaient au combat, ils l'ont vu se transformer. C'est un démon majeur qui a popé au milieu. Et tu comprends que Drusalla a tué tous les témoins qui ont vu Malus se transformer. Techniquement, Zarkan, il est déjà dans Malus. Il n'est pas dans l'épée, Karscorp? Ou il est en lui? En lui, c'est le jeu vidéo, mais il n'est pas dans l'épée, là-bas? Pas dans l'épée qu'il est? Ou c'est Archaon qui est comme ça? Je sais plus, hein, je m'en rappelle plus pour Malus.
Mais il n'y a pas beaucoup de témoins. Bah si, Wildebar, il y a eu beaucoup de témoins, mais c'est la fin des temps. Attends, il est en lui, mais c'est dégueulasse. Oui, je sais. Il est en lui, il a été possédé quand il a pris la bague de Zarkan. D'accord, ok, merci Karscorp. Merci beaucoup pour cette précision. Il est possédé, Malus, d'accord, ok. Eh bien justement, elle a réussi à l'enfermer, mais à l'enfermer très profondément dans Malus. Genre une douzaine de briques, tu vois, il n'y a plus rien qui passe au-dessus, quoi. On ne parle pas démographie. Non, on ne parle pas démographie. Et donc Malus, grand victorieux de la porte de l'aigle, va revenir dans les bonnes grâces de Malekith. Et Malekith, hein, qui a l'air de complètement croire ce qu'on lui dit. Non, parce qu'on est d'accord que c'est Malekith, hein. C'est quand même pas n'importe qui, Malekith. La maman du gars, c'est la plus grande manipulatrice du monde de Warhammer. Et là, t'as littéralement Malekith qui voit revenir Malus victorieux et Malus qui dit j'étais pas présent parce que je poursuivais les fuyards. Ok. Et t'as derrière la petite mage qui fait oui, il poursuivait les pillards. Et Malekith, non seulement il est accompagné donc de Imric, hein, lors du conseil de guerre à la porte de l'aigle, il y a Imric, hein, il est présent à côté d'eux au milieu de tous les elfes noirs. Et Malekith, il voit la bannière de l'aigle amenée par Malus, un mec qui, je le rappelle, il déteste au plus haut point, il hait Malus Darkblade à un niveau incalculable. C'est pas pour rien qu'il l'envoie en premier, hein, c'est parce qu'il veut le voir mourir, il veut pas qu'il survive. Et Malekith, il fait « Ok, vous avez bien servi le roi sorcier, félicitations. Eh bien demain, vous repartez à la guerre en premier. » Et il se doute de rien. Et tu fais « Mais tu te fous de ma gueule ou... » Mec, je sais pas, doute-toi de quelque chose. Malus n'aime pas Slanesh, sa sœur est prêtresse du culte et ça se passe pas très bien entre eux. Ah, intéressant. Malus d'intelligence, ouais, voilà, on va dire ça. Il est nerf, Malekith, il est nerf. Salut Valerius, bonsoir. Bref, sur ce fait, comme je vous le dis, au moment où Tyrion est nommé, pardon, non, c'est pas, je vais fermer cette fenêtre parce que je vais pas arrêter de faire des conneries sinon. Au moment où Tyrion est nommé régent et commence à préparer ses armées pour remonter au nord, eh bien, Malus est renvoyé en direction du nord. En gros, Malekith sépare ses forces. Malekith part par Nagarythe pour se diriger vers le nord et il divise la deuxième armée, celle de Malus, toujours avec Drusala, pour aller en direction d'Ellyrion. Donc, autrement dit, ils attaquent sur deux axes. La troisième armée, ben, c'est le nautique, c'est Coril avec toutes les forces d'invasion et les navires qui continuent de pousser au sud pour aller assiéger Loterne. Sauf que Tyrion, il est pas con. Tyrion, il sait que ben, il faut frapper les armées les unes après les autres. S'il les attaque toutes en même temps, ça va être compliqué. Donc, Tyrion va, étant en tant que régent d'Ultuan, il va rechercher son frère Teclis pour avoir des conseils. Il n'en aura pas. Il va par contre être suivi d'un Coril qui porte une armure noire et qui a teinté la fourrure de son lion en bleu nuit, car il a échoué dans son rôle de garde et qui va rester en deuil. Et il est accompagné bien sûr de Aisling. Alors Aisling, si vous connaissez les OL, vous savez qui est ce personnage, mais si vous ne savez pas qui c'est le grand chef de l'armada des Hauts-Elfes. C'est leur meilleur capitaine maritime. Voilà, vraiment quelqu'un laisse tomber quoi. Et le but de Tyrion, c'est en fait doubler les elfes noirs à Ellyrion par la mer pour les empêcher de passer par la porte du Phénix et de rejoindre leurs forces parce que Tyrion comprend pourquoi les deux armées foncent au nord, foncent par Ellyrion et Nagarythe, une en Ellyrion pour menacer Avelorn et une autre pour aller à Nagarythe et aller à l'hôtel de Kain pour aller récupérer l'épée de Kain, la vraie. Il n'a pas de règle, sinon il n'a pas de règle. Donc, Tyrion comprend que, putain, Malekith, en fait, il veut l'épée. Il veut l'épée de Kain. Il veut faire comme son père, dégainer l'épée et tuer tout le monde. Il va devenir Kain. Et là, Tyrion, il fait, mais non, non, surtout pas. On ne fait surtout pas ça. On va foncer. Aisling, énorme et très, très grand marin et capitaine d'armada, Commodore, eh bien, va... s'il a l'épée, d'ailleurs, il devient invincible. Oui, il devient invincible. Et tout simplement, ils vont foncer au nord et débarquer en Ellyrion.
Bien évidemment, les elfes noirs de Malus seront au courant. C'est pas le seul, hein, Tyrion. Il envoie des ordres, il envoie des renforts et tout ça. Il envoie même 2 armées. Il envoie Istrana, qui est la grande protectrice de Alarielle à la base, donc des sœurs d'Avelorn, la demoiselle d'honneur, avec ses armées d'Avelorn, contrer Malus. Mais Malus va être trop puissant. Elles vont se réfugier en Avelorn. Et il envoie une seconde armée pour ralentir Malus. Il envoie ni plus ni moins que Caradrian avec ses forces de garde Phénix. Donc le capitaine de la garde Phénix. C'est quand même pas rien. Et donc, Tyrion va débarquer dans le sud d'Ellyrion et va tomber sur des fortifications elfes noirs. Des fortifications colossales. Malus aura eu le temps, parce que tout ça se passe pas en un jour, bien sûr. D'ailleurs, la timeline, le temps en lui-même n'est jamais détaillé sur la durée des voyages, parce que c'est magique, ne cherchez pas. Mais l'hôtel de Cain Malekith, il aurait pu débarquer direct là-bas. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Pourquoi il n'a pas débarqué au nord pour aller tout de suite prendre l'épée? Non, commencez pas à viser les détails. Commencez pas. Ce qui fait que Malus, qui est quand même ralenti par Istrana, on va pas se mentir, et où Caradrian a disparu, on ne sait pas où il est passé en Ellyrion, alors c'est quand même le capitaine de la garde Phénix, hein, c'est pas n'importe qui. Eh bien, Tyrion voit face à lui un Ellyrion ravagé par les elfes noirs, prêt à l'accueillir, lui et son armada. Et lors du débarquement aux elfes qui allait se passer comme un massacre total, parce que les elfes noirs retranchés avec les hauts elfes qui ne peuvent pas débarquer correctement parce que c'était pas un port. Coril, il voit ça, il se dit oh putain, on va se faire défoncer. Bon, l'armée est surpuissante en face, ils tiendront pas, mais on va perdre beaucoup de monde. Cependant, avec les hauts elfes, il y a Aeslin, le grand commodore de l'armada de Ultuan. Et Aeslin, quand il voit tous les débarcadères ou tous les bords de la mer intérieure fortifiés par les elfes noirs, il va souffler dans un corps et il va faire popper, littéralement, il va faire popper des centaines de merwyrms. Alors, où est-ce que j'ai mis mes créatures? Il fait popper en fait des centaines de créatures. Mais genre des créatures vénères, hein, des créatures wyrm. Il fait popper des wyrms. Alors je savais plus si j'ai mis mon dessin ou pas. Tant pis, c'est pas grave. On en avait parlé lors du bestiaire. Des mérous d'eau douce. Non, mais vous savez, c'est des espèces d'énormes lézards wyrm qui vivent sous l'eau, qui suivent son armada et qui, en un coup de corps, se mettent à attaquer tout le monde en bordure et qui défoncent la gueule à tout le monde. J'arrive pas à retrouver le merwyrm, c'est pas grave. Les drapeaux en V, drapeaux en V! On aurait bien eu besoin de lui contre les kraken. Oui, c'est vrai. Donc voilà, normal quoi. Ah si, ça y est, attendez, je dois peut-être l'avoir. Je dois peut-être la... Oui, ça y est, j'en ai un. Voilà, il fait popper des centaines de ça sur la bord de la plage. Et il sort de l'eau, et puis surtout, il sort de l'eau, puis il tombe sur la plage, et puis il bouffe les elfes noirs, et puis t'en as même un qui est colossal et qui arrive par dessous et qui fait popper le mur de défense des elfes noirs pour que les hauts elfes débarquent. Et au moment où il débarque, Tyrion va bien sûr massacrer, bien évidemment, les elfes noirs qui, pour ceux qui ne s'étaient pas enfuis, étaient restés sur place. Mais par contre, Aeslin, il va pas débarquer avec toute son armada. Il va rester en mer parce que le mec est un peu trop fort et qu'il est vraiment que trop fort sur mer. Donc pareil, pas besoin d'avoir le personnage en descriptif ou en stat. Il reste dans la mer et la mer, ça n'existe plus dans Warhammer Battle. Ça n'a pas été utilisé contre les démons, ça par contre. Bah non, c'était sur la mer. Les démons, ils vont pas sur la mer. Pas de vouivre en fait, non. What the actual act? Et dites-vous que c'est pas le plus OP chez les elfes. Ah non, il y en a des plus vénères. Ça tombe bien alors, hein, ça tombe très très bien. Et donc Tyrion,
super vénère, mais super content de cet acte de guerre incroyable et très rapide, va pouvoir foncer sur les plaines d'Ellyrion. Les plaines d'Ellyrion, les fameux patrouilleurs illériens, rappelez-vous, hein, c'est une unité emblématique des hauts-elfes. Les fameuses plaines des cavaliers hauts-elfes. Et ces grandes plaines vallonneuses, recouvertes de collines, ou de plaines et de petites collines, sont un boulevard, hein, littéralement, pour tomber sur les elfes noirs et donc rejoindre la porte du Phénix qui est en ruine et foncer vers l'hôtel de Kain pour empêcher Malekith de passer, de prendre l'épée. Bien sûr, quelqu'un va tenter de s'en empêcher. Tyrion est bien au courant de ça, ça doit être l'armée de Malus. L'armée de Malus est prête à lui tomber dessus, mais ça va être très très dur de faire une embuscade dans un endroit où ce ne sont que des plaines. Très très dur. Très très dur. Très très dur. En avançant vers le nord, au sud de la porte du Phénix, dans l'endroit qui s'appelle les Marches du Patrouilleur, si je ne me trompe. Hop. Oui, c'est ça. Il va se passer la seconde bataille. Mais avant ça, il y a un petit moment roleplay dans le livre. Un moment de dialogue. Et le dialogue, il est entendu pas par n'importe qui. Il y a 3 elfes qui parlent entre eux. Et on entend ce dialogue par Louis de ni plus ni moins que Shadowblade, l'âme noire, le meilleur assassin de tous les peuples elfes. Littéralement le meilleur. Shadowblade, quoi. Shadowblade, le maître assassin qui est, je le rappelle bien, à la solde de Elébron, hein, c'est un Kénite, il entend dans la porte de l'Aigle, avant le départ des armées, on m'appelle, nous dit l'âme noire, c'est ça, il entend une discussion. Malekith, accompagné de Imric, sont en train de discuter avec ni plus ni moins que Teclis. Teclis est face à Malekith et Imric. Et Teclis, on comprend à ce moment-là le plan qu'il a pour le Ranadandra. Je rappelle, le Ranadandra, le Ragnarok des elfes, des dieux elfiques, qui, vu que c'est la fin des temps, la fin de tous les temps, eh bien, est en train de se reproduire sur Terre par les incarnations des avatars que les dieux elfiques ont créés sur Terre. Teclis, c'est pas la pute homme numéro 1, non, c'est un plan qu'il a. Il est horrible son plan, mais il fonctionne pour l'instant. En gros, on comprend. Le cycle de l'histoire possède un élan qui surpasse même les rois. Volontairement ou non, nous allons répéter ce cycle comme ceux qui nous ont précédés. Qu'est-ce que le Ranadandra, sinon l'écho de la dernière bataille de nos dieux? Voilà ce que Teclis est en train d'expliquer à Malekith quand Shadowblade écoute. Imric, qui est à côté, il est un peu dans l'ombre, et surtout dans l'ombre de ses pensées, et il dit à voix basse « Je suis Nétou. J'ai ouvert une porte qui aurait dû rester close, en indiquant que ces Calédoriens ont ouvert la porte de l'Aigle. Nétou est un homme qui a un petit peu fait des saloperies pendant le Ranadandra, enfin un dieu qui a fait des saloperies. Et donc, directement, Teclis lui dit « Ouais, alors vous avez plutôt ouvert le chemin de la flamme. Les actions de Nétou, en dépit de leur traîtrise, elles évitent un désastre, comme ce que vous avez fait vous. » Teclis, il essaie de dire à Imric « Non, mais vous avez fait vous avez trahi, certes, mais c'est un mal nécessaire. » Et derrière, t'as Malekith qui fait « Ok, ben, moi je suis Kain, comme je l'ai toujours dit. Ma mère, elle dit qu'elle est Écartie, donc ben, moi je suis Kain. » Et là, Teclis lui dit « Non. Votre voix, vous, Malekith, n'est pas celle de Kain. » Et donc, le roi sorcier va faire « Putain, mais c'est qui va devenir Kain alors? Qui c'est qui va détruire tout le monde ?»
et Théclis ne répondra pas. Il va s'apprêter à répondre véritablement. Il va s'apprêter à dire la suite de son plan. Mais bien entendu, ça aurait gâché tout le reste du livre. Enfin, gâché. Et à ce moment-là, sur Shadowblade, au moment où Théclis allait donner son plan, une harpie qui volait au-dessus, alors harpie, créature volante qui accompagne les elfes noirs lors des raids, une harpie tombe du ciel parce qu'elle a repéré une proie facile, et il va, pouf, lui lancer un couteau de lancer, elle va s'effondrer, et personne dans l'assemblée, ni Théclis, ni Malekith, ni Imric, ne va avoir entendu la harpie hurler et Shadowblade qui la tue, et qu'elle tombe, et que dalle. Rien. Shadowway. This is nothing. Et la discussion entre les trois protagonistes va s'arrêter. Shadowblade s'en veut de ne pas avoir écouté la suite du plan. Et au moment où il se dit, Shadowblade, le meilleur assassin des elfes noirs, au moment où il se dit c'est bon, hein, tout va bien, j'ai le plan, je comprends que Théclis est avec lui, je sais donc que Kain va se réveiller. Je vous rappelle que c'est un Kénite, hein, il est très très à fond dedans. Je vais aller prévenir ma maîtresse et les Brons, j'ai un plan. Et lorsque Shadowblade se retourne, il pensait être seul. Cependant, face à lui, il va tomber sur Drusalla, la sorcière de Gronde. Elle va lui murmurer à l'oreille « Je crois qu'il est temps de mettre un terme à vos acrobaties. » Et le passage du meilleur assassin elfe noir se termine par Shadowblade porta une main à sa ceinture, mais il savait que même lui ne serait pas assez rapide. Quoi? Avant la fin des temps, on la connaît, cette Drusalla? Absolument pas. Personnage complètement amené par la fin des temps, Drusalla. Elle est quand même sacrément fortiche, la Drusalla. Mais attends, what? Elle est arrivée d'où? Illégal sur 100. Elle me plaît bien, cette petite Drusalla. Ben voyons, voilà la blague. C'est comme les Glotkin perso OS plus balèzes que les persos de Battle. Snitch supérieur à Shadowblade. Donc, mais littéralement. En fait, Drusalla, c'est le Deus Ex Machina à elle seule. C'est littéralement ça. Mort de merde sur 20. Que va. Et donc, pour ceux qui connaissent la fin des temps, pas de spoil, hein, aucun spoil, mais pour ceux qui connaissent la fin des temps, quand tu vois ce que fait l'assassin Skaven, Snitch, et quand tu vois comment Shadowblade, il se fait avoir, tu sais, un peu comme Homer Simpson, il se retourne et il a la sorcière devant lui. Tu sais, avec le cri, c'est que j'adore, le cri d'Homer que j'adore. Elle a maîtrisé l'ultra instinct. Snitch, il est dans un buisson à côté, il se tape une barre. Purée, j'adore. Donc, n'oubliez pas que tout ça s'est passé avant et il meurt comme ça. Ça se termine juste comme ça. N'oubliez pas que le roman continue derrière, mais ça se termine juste comme ça. Et donc, bonne soirée, Jérémy. Et donc, on avance dans le temps, parce que ça, c'était un petit peu avant toutes les décisions que je vous ai dit, et on arrive après le débarquement de Tyrion. Pardon, j'ai été un peu chafouin. Après le débarquement de Tyrion au nord, au sud d'Ellyrion, et il s'enfonce en terre d'Ellyrion pour foncer vers la porte du Phénix. Pardon. Il a débarqué au Raven's March et il se dirige vers la porte du Phénix pour passer et aller rejoindre l'hôtel de Kain. Merci Eloran, merci beaucoup pour ton 9e mois de sub. Merci énormément. On n'est pas loin des 200 subs pour la campagne nationale, hein, donc n'oubliez pas. Non mais aucun respect du lore. Non mais attends, donc il coupe. Attends. Hérésie sur hérésie, vous êtes sûr que vous pouvez pouvoir vous infliger ça? On n'a pas fini les mecs. Hein. Vous avez voulu que je le lise, Kain? On le lit tous ensemble et on souffre tous ensemble, ok? Et c'est là que Tyrion, avec toute son armée d'élite, ceux qui ont combattu Nenkari, hein, donc c'est pas n'importe qui. Alors que Tyrion s'enfonce en Ellyrion et continue de monter vers le nord, Tyrion va tomber sur une bataille énorme en train de se dérouler dans les plaines d'Ellyrion.
il va tomber sur l'armée de Malus qui a réussi à encercler et prête à abattre et tuer Caradrian et ses gardes éternels, donc le capitaine de la garde Phénix. Caradrian, un elfe qui ne peut pas parler par son vœu de silence. Rappelez-vous, hein, il a vu sa mort et donc il a fait vœu de silence par rapport à sa dévotion en Azurian. Caradrian est encerclé par les forces de Malus et est prêt à tomber. Mais c'est à ce moment-là qu'arrive Tyrion. Et c'est donc la deuxième bataille, la bataille des marches du patrouilleur en Ellyrion. Le sauvetage, en tout cas entre guillemets, le but, hein, le scénario, c'est sauver Calédor. Enfin, pardon, pas Calédor, non, justement, sauver Caradrian. Tyrion, accompagné de Coril, hein, je le rappelle bien, va foncer en direction de Malus Darkblade, qui est toujours au contact, rappelez-vous, de Drusalla, hein, c'est celle qui le suit. Elle suit Malus tout le temps. Et c'est la nouvelle grande bataille énorme où on voit Tyrion qui affronte d'autres personnages. Alors, je vous mets quelques images des listes d'armées qui avaient décrit dans le roman. Tu as donc Tyrion, le défenseur d'Ultuan, les chevaliers de Thor, Émirat, qui sont donc les chevaliers d'Ellyrion, Coril, les lances de Double Rock, les bénis d'Akaria, c'est les mecs de Coril, les fils de Calagan, bref, ce sont que des seigneurs légendaires, des héros légendaires, des unités légendaires, etc. Et en face, alors que dans l'armée des elfes noirs, l'armée s'appelle l'Host de Malus Darkblade. Malus Darkblade n'est pas présent dans la description. Drusalla, qui est présente, n'est pas présent dans la description. Et on te met... Oh putain, on l'avait oublié, lui! Tu sais qu'on a des héros aussi chez les elfes noirs. Tularis Dreadbringer. Tularis Dreadbringer, le chef des exécuteurs. Vous connaissez Kouran, le chef des gardes noirs, le seul loyaliste envers Malekith. Tularis est un des plus grands Kénites. C'est peut-être l'elfe masculin le plus Kénite de tout le peuple elfe noir. Bien sûr, il est doublé par Hellebron. Hellebron est d'ailleurs sa bosse. Et quand on comprend que Hellebron et toutes les furies sont restées sur Nagaroth, pour ne pas faire que ce personnage reste en arrière et qu'on l'oublie une deuxième fois, on explique qu'il a eu une vision de Kane et qu'il est là parce que la vision l'a amené ici. S'il est dans la liste d'armée, juste dans le récap. Oui, je sais, Scar, il est même marqué là, Malus. Je sais. Puis ils n'allaient pas le remettre une deuxième fois. Mais j'aime beaucoup le fait. Ah oui, merde, on a oublié Tularis, c'est vrai. Il faut quoi en Ultuan, lui? Il a suivi sa vision. Voilà. Voilà, vous le lisez, hein. Le redoutable Tularis d'Elbrinder ne vint pas aux marches du patrouilleur sur ordre de sa maîtresse Hellebron. En effet, la reine de sang avait interdit à ses sujets, mis à part son espion Shadowblade, de s'impliquer dans une guerre distante tandis qu'un massacre devait avoir lieu dans les ruines de Gronde. Rares furent ceux à désobéir, mais Tularis était poussé par un pouvoir plus grand que celui de sa souveraine. En effet, ses rêves étaient hantés par la voix de Kane et l'exécuteur ne pouvait plus ignorer la demande du destructeur qu'empêcher le soleil de se lever. Alors que s'annonçait la bataille des marches du patrouilleur, Tularis a eu une étrange appréhension, celle d'un destin qui allait enfin s'accomplir, mais il ignorait sous quelle forme. Donc le gars est là parce qu'il a suivi son rêve. Kane, Tularis, il a Kane qui lui chote dans le cerveau. Oui, c'est pour ça qu'il est fou, hein. C'est pour ça qu'il est fou depuis sa naissance. Donc voilà, c'est le personnage, mais je trouve vraiment chiant qu'il l'ait mis là, du genre, ah oui, putain, c'est vrai, il est là, lui. Ils auraient pu un peu mieux travailler le personnage, quoi. Je passe une bonne soirée, Fouenne, bien sûr, il dit avec plaisir. Faut croire en ses rêves. Ah bah c'est important de croire en ses rêves, les enfants, hein. On est bien d'accord, hein. Ah, et merci Eddy, merci pour les 5 subs encore, Eddy, offerts à la commu. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire comme lui, merci beaucoup. Et alors cette bataille... Oh là là, cette bataille. Attendez, je bois un coup.
Cette bataille se passe dans les plaines d'Ellyrion. Pour moi, qui est un joueur elfique, qui a quand même beaucoup lu plus de lore sur les 3 peuples elfes que je pense les autres peuples, parce que j'ai commencé avec les elfes sylvains. Ellyrion, pour moi, c'est connu pour ses cavaliers émérites, patrouilleurs illyrien. Et lors de cette bataille, alors oui, c'est la fin des temps, oui, la magie est surpuissante absolument partout, mais là, on est en Ultuan, proche, vraiment très très proche du grand vortex. Lors de cette bataille, Tyrion, avec ses cavaliers, avait bien sûr défoncé tout ce qui lui passe devant, alors inarrêtable, bien sûr. Mais par contre, la ligne d'infanterie, plus lente que Tyrion et ses cavaliers, sous les ordres de Coril, je le précise, va avancer en ligne parfaite aux elfes d'une organisation parfaite pour prendre à revers l'armée de Malus Darkblade qui est en train d'encercler Caradrian. Et on comprend comment Caradrian est tombé dans cette embuscade et comment il est en train de subir la bataille alors qu'il est censé avoir des dons de préscience. Drusalla, oui, encore elle. Drusalla est en train de regarder la bataille de loin. Et elle est en train, on t'explique, qu'elle est en train de manipuler la terre elle-même d'Ellyrion par un charme qui existe depuis avant même l'arrivée des elfes. Et que grâce à ce sortilège, elle arrive à TP des unités entre elles et donc à casser la cohésion aux elfes. C'est comme ça qu'elle a réussi à embusquer Caradrian et ses gardes phénix dans un endroit où ce n'est que de la plaine, en les rendant invisibles et en les faisant popper derrière. Ça commence à se voir qu'elle est cheatée, on est d'accord. Putain, mais ça fait aucun sens! Et pour moi, joueur elfique, j'ai jamais entendu parler de ça en Ellyrion. J'ai jamais entendu parler de ça en Ellyrion. Je suis désolé, mais j'ai jamais entendu parler de ça. C'est à ce moment-là que j'ai revendu mon livre. Moratti, elle sait faire ça? Non, mais je pense pas. Hein. Je pense pas. Donc bref, quelle est cette folie? Je veux le même jeu en plateau. Quelle horreur. Mais ce que tu dis n'a aucun sens. La petite sœur de Moratti. Ah, vous allez voir. Et donc, elle va réussir même à reprendre aussi Coril dans ce but. Par contre, elle ne va pas tout de suite voir que c'est Tyrion qui arrive avec ses cavaliers et elle va se dire, bon, bah, les cavaliers, de toute façon, ils sont un peu trop loin du sortilège. Oui, parce que le sortilège est ultra pété, mais il a une portée limitée, parce que sinon, what the fuck, le scénario. Et tout simplement, Tyrion va être intouchable parce qu'il est trop rapide, il n'arrive pas à bouger, mais elle le sait, Drusalla, par contre, elle se dit, ouais, bah, c'est des cavaliers, à un moment ou à un autre, ils vont commencer à se fatiguer et ça va calmer la bataille. Malgré le fait que ce sortilège est fumé, hein, en termes d'organisation de bataille, c'est complètement fumé de pouvoir faire TP des unités ou de leur changer leur cohésion ou même simplement de rendre invisible les tiennes, les OL vont quand même maîtriser la situation. Difficilement, mais ils vont quand même y arriver. Tyrion, du haut de son cheval, va bien évidemment tomber sur Tularis. Bien sûr qu'il va tomber sur Tularis, Deadbringer, le fameux héros de Kane, le grand héros exécuteur. Mais aussi, bien sûr, il va tomber sur Malus. Oui, évidemment qu'il va tomber sur Malus. Bien évidemment que oui. Bon, le seul truc, c'est que lorsque Tyrion va rencontrer Malus, ils vont tous les deux faire un combat épique, bien évidemment. Et Tularis va arriver dans le dos de Tyrion et va littéralement lui défoncer le dos. Il va réussir à percer l'armure d'Aénarion. Je rappelle que l'armure de Tyrion, c'est l'armure de son ancêtre, du premier roi Phénix. Et ça va donner une occasion à Malus de porter le coup de grâce, entre guillemets. Au moment où Tularis meurt,
tué bien évidemment par Tyrion, hein, on ne va pas rêver, mais bon, il lui fait mal, mais derrière Tyrion lui défonce la tronche. Oui, je sais, je vais plus vite, mais voilà, c'est quand même assez important. Au moment où Tyrion tue Tularis, Malus arrive dans le dos, prêt à décapiter Tyrion. Et à ce moment-là, c'est la fin de Tyrion. C'est la fin de Tyrion, comme vous le connaissez. Parce que, à ce moment-là, lors de cette bataille, en Sylvanie, Aliatra meurt. À ce moment précis, Aliatra est égorgée. La fille de Tyrion meurt en Sylvanie. À ce moment-là, Tyrion il sent que sa fille est morte. Et surtout à ce moment-là, Nagash renaît. Et lorsque Nagash renaît, il arrache du grand vortex la magie de la mort et devient lui-même le réceptacle de la magie de la mort et se blesse là-dedans parce que sa reformation est incomplète. C'est le plan de Théclis. Il a sacrifié sa nièce pour ralentir Nagash. Sauf qu'à ce moment-là, Tyrion, c'est fini. Il ressent la mort de sa fille parce que Deus Ex Machina, c'est le scénario qui veut ça. Mais je trouve ça quand même assez classe. Je vous rappelle que Eltarion, il a vu littéralement le fantôme de son père à l'autre bout du monde lui dire « Je suis mort, venge-moi, des gobelins sont en nul tuant ». Et le fantôme lui a donné une épée, hein, je vous le rappelle. Donc ça va. Juste ta fille meurt et hop, dans les mangas, tu t'arrêtes. C'est comme si j'avais entendu des millions d'âmes mourir d'un seul coup, hurler d'un seul coup. Hein. On l'a vu dans les Jedi depuis des dizaines d'années. Donc j'accepte, moi. Et à ce moment-là, Tyrion, en fait, il va tout lâcher. C'est la fin. C'est fini pour lui. Tyrion a abandonné tout espoir. Dans un réflexe qui n'est même pas le sien, tu comprends que Tyrion, à ce moment-là, il lâche quelque chose qu'il a au fond de lui depuis toujours. Tyrion esquivera le coup de Malus. Et ils vont s'affronter à nouveau. Et Malus va comprendre que son adversaire sera trop fort. Il va vouloir libérer le démon et le démon va en fait reprendre le dessus, mais ce coup-là, lorsque Malus va à nouveau laisser Zarkhan, enfin il ne le laisse pas véritablement, lorsque la déferlance de pouvoir se passe, Malus se transforme à nouveau, mais se transforme pour la dernière fois. Parce qu'on comprend à ce moment-là que l'enchantement de Drusalla, l'enchantement qu'elle avait jeté, rappelez-vous, hein, elle a enchanté Zarkhan, la fille pétée a enchanté Zarkhan pour le remettre à l'intérieur de Malus et qu'il en prenne la puissance. Tu comprends que son sortilège, en fait, c'était que temporaire. Malus n'est qu'une arme. Et tu comprends que Drusalla, elle voulait utiliser Malus pour tuer, je répète bien, elle voulait utiliser Malus pour, au bon moment, lâcher le démon incontrôlable sur Malekith. Et lorsque le démon se libère, qu'est-ce qu'il a face à lui? Il a un Tyrion qui vient d'être frappé par la malédiction d'Aenarion. En effet, c'est indécent. À ce moment-là, Tyrion, il est plus que foudrage. Mais c'est pas la seule chose qui se passe. Il y a une dernière chose, rappelez-vous, qui se passe lorsque Nagash se réveille. Vu que le plan de Nagash, c'était être invoqué, arracher le vent de la mort, et en arrachant ce vent de la mort, libérer le vent de la mort sur le monde entier et en devenir le catalyseur. Lorsqu'il libère le vent, tous les morts dans le monde de Warhammer, ou en tout cas dans les énormes concentrations de cadavres, se redressent. Et nous sommes dans les marges du patrouilleur, un endroit qui a connu beaucoup de guerres, sur Ultuan. Et lors de cette bataille cataclysmique entre les elfes noirs et les hauts elfes, les morts se redressent. Et le plan de Nagash était que tous ces morts dans le monde entier seraient tous sous sa volonté dès le début. Sauf que là, vu qu'il est incomplet, tous les morts sont inactifs. Tous les morts sont inactifs. Ce qui fait que lorsqu'ils popent au milieu de la propre bataille, ils vont commencer à affronter tous ceux qu'ils ont autour d'eux. Parce que c'est des morts, ils n'ont pas d'ordre.
Ils sont attaqués, ils sont bousculés, pouf, ils attaquent directement ce qu'il y a derrière. Ce qui fait que c'est un énorme capharnaüm, cette bataille. Les morts pop en plein milieu et attaquent Elfe Noir et Haut Elfe. Zarkan va tout faire parce que Zarkan aura son épée Warp de Kain, l'épée de Malus, qui aura grandi parce que sinon il aurait qu'un petit cure-dent dans ses pattes, on est bien d'accord, et il va affronter Tyrion. Et Tyrion, je vous le fais plus rapidement parce qu'on commence à prendre un peu de temps, Tyrion va défoncer Zarkan. Bien évidemment, là il devient froid comme la mort, Tyrion, il est surpuissant. Il va défoncer Zarkan, ce qui va lui faire lâcher son épée, l'épée qui va reprendre sa forme initiale, l'épée Warp de Kain. Et Tyrion va prendre les deux épées en main. Et là, il se passe un moment lunaire. Tyrion, avec Croc du Soleil dans une main et l'épée Warp de Kain de Malus dans l'autre, Tyrion va au milieu de la marée de cadavres en train d'affronter les hauts elfes et les elfes noirs, tous en train de s'entretuer. Tyrion va lever l'épée Warp de Kain, qui n'est pas du tout l'épée de Kain, de l'hôtel de Kain, celle d'Aenarion. C'est pas du tout celle-là. C'est l'épée de Malus. Parce que moi, j'ai relu 3 fois en me disant, mais attends, ils sont déjà à l'hôtel, mais non, ça va trop vite. Il va lever cette épée de Warp de Kain en l'air. Attendez, il faut que je vous relise le passage parce que... Et il va scander au milieu de tout le monde: défunt Dultuan, je porte l'épée Warp de Kain, le destructeur, le meurtrier de nations, celui qui fit de vous tous des cadavres. Je parle au nom du destructeur, par droit de conquête, vous lui devez fidélité et votre allégeance est placée sous mon joug. Les ennemis de Kain sont les miens et mes ennemis sont les vôtres. Tuez-les tous. Et tous les morts-vivants vont suivre cet ordre. Et on t'explique que dans les morts, il n'y a pas que des elfes. Il y a aussi en Ulthuan des humains et des peaux vertes. Et pour en rajouter dans le what the fuck, l'épée, au moment où il a fini de parler, explose et se désagrège, lui faisant aucun dégât. Tyrion est donc un meilleur nécromant que Neferata. Oui, c'est ça. Les humains, ils étaient là en touriste. Je sais pas. Il faut toujours un roi liche. Son frère l'a trahi, sa fille est morte, son seigneur est mort, sa bien-aimée est introuvable. Tu m'étonnes qu'il a pété un câble. Oui, non mais qui pète un câble, mais complètement. Mais tout le monde aurait été brisé, n'importe qui. Ça le rend humain. Je trouve ça le rend humain. Mais alors que le mec, il lève l'épée, il fait juste un speech, et tous les morts s'allient avec lui, l'épée se pète, et il massacre alors tout le monde. Non. Ce message s'autodétruira. Et donc, à ce moment-là, il devient pour la première fois ce qu'il est censé être. Il devient l'aura de Kain. Et à partir de ce moment-là, tous les elfes, les hauts elfes qui sont présents ici même, y compris Coril, sauf une seule partie des hauts elfes, Caradrian et ses gardes phénix, vont tous être habités par le pouvoir de Kain et vont massacrer les elfes noirs. Et lors de cette bataille, Drusala, encore elle, bon sang de bois, Drusala voit Tyrion enfin dans la bataille au moment justement où il harangue tout le monde. Non, même ou d'ailleurs au moment où il combattait Malus, je crois déjà. Elle l'aperçoit quand il combat Malus en forme démoniaque. Et Drusala, à ce moment-là, se dit « Oh mais non, il va tuer Tyrion, ce con, c'était pas prévu dans le plan, tu devais tuer Malekith !» Et on comprend, à ce moment-là, lorsque
Cain est apparu enfin, hein, que Tyrion est devenu Cain, qu'il a fait ça. Enfin, il n'est pas vraiment devenu Cain, il est devenu un fanal pour l'instant seulement. Lorsqu'il harangue même les morts, Drusalla se dit « J'ai accompli ce que je voulais, maintenant je vais le rejoindre. » Et tu comprends que Drusalla a en fait un sortilège sur son propre corps et qu'elle est en train de se métamorphoser en autre chose. On ne t'explique pas qui c'est. Et elle descend en direction de la plaine pour rejoindre Tyrion. Et vous avez compris maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, que depuis le début, Drusalla, c'est Morathi qui a suivi l'armée en fait, depuis le début. C'est maman. C'est Morathi depuis le début en fait, Drusalla. Ça c'est pas mal, j'adore. Ah vraiment pour moi c'est parfait. Ça par contre Drusalla c'était vraiment le perso malékite, enfin vraiment le perso de Morathi pour moi. Elle veut le pécho. Ah là oui. Pupute numéro 1. Et là tu comprends, et là maintenant tu te rends compte de la puissance qu'elle a Morathi. Quand tu regardes tout ce qu'a fait Drusalla, et tu comprends aussi pourquoi Shadowblade s'est fait battre. Parce que c'est pas n'importe qui en fait Drusalla. C'est motherfucker Morathi. Elle veut tuer son fils. Elle lui a dit, hein, Jonah. Hein, elle lui a dit, je te l'ai dit dans le dernier stream. Elle lui a dit, si tu pars en nul tuant, au lieu de te soumettre au chaos, tout ce qui fait de mon fils mourra. Et donc tu seras... je devrais même te tuer maintenant. C'est ce qu'elle lui a dit. Hein. De toute façon, elle a jamais voulu la pérennisation de son fils. Plutôt classe la chute de l'amoureuse déterminée. Moi j'adore, je déteste Morathi, loristiquement parlant, mais vraiment, voilà. C'est donc la pute numéro 0. Ah non, c'est vraiment l'ultime. Alors ouais, c'est vraiment la plus forte des puputes. Hein. Elle veut en faire un autre. Ouais, voilà, elle veut un autre fils. Celui-là, il est un peu trop, voilà, il est un peu trop simple. Donc, les morts qui se sont relevés partout, Aliatra qui est définitivement morte, Tyrion qui vient de vriller définitivement, Teclis qui est allié à Malekith, qui est lui-même allié à Imric, et Morathi qui choisit clairement le camp de Tyrion. Il y a une dernière chose qui se passe, avant que je vous dise et qu'on se quitte là-dessus. Avant la mort d'Aliatra, avant la bataille des marches du patrouilleur, il se passera aussi quelque chose. Mais il se passera quelque chose en Athel-Lorraine. En Athel-Lorraine, je vous le rappelle, Alarielle, la reine éternelle, a été envoyée par... enfin, est allée en Athel-Lorraine pour sauver sa fille par un pacte avec les elfes sylvains. Ariel, par contre, de son côté, la reine éternelle des elfes sylvains, incarnation de Isha sur Terre, est malade, rendue malade par sa propre sœur Liléate, parce qu'elle veut priver le pouvoir des dieux au ciel et mettre tout le pouvoir des dieux sur Terre. Et Nestra et Arahan vont rencontrer Liléate, la déesse, au moment où le chêne des âges va se rouvrir. Elles vont menacer Liléate en lui disant « Tu as rendu malade notre mère, tu es une traîtresse ». La déesse qui va leur dire... Alors, elles ne comprennent pas tout de suite que c'est Liléate, elles se disent « Vous êtes la dame du lac, on vous appelle aussi l'Adriel ». Et lorsque le chêne va s'ouvrir, un vent va sortir du chêne, ça va faire tomber le voile magique que l'Adriel porte sur sa tête, et tout d'un coup, les sœurs jumelles vont dire oh, « Vous êtes Liléate, en fait, depuis le début, vous êtes une déesse elfique. » Pam, 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 c'était la grosse news de Cain, c'est ce passage-là aussi. On a la preuve officielle dans le lore, techniquement canon de Warhammer, le lore canon de la V8, que l'Adriel, la fée enchanteresse, pardon, pas la fée enchanteresse, la dame du lac, elle est elle-même la Liléate, elle est une déesse elfique. Pas vraiment rêvé pour dévorer Alariel, pour Morgur. Ouais, mais Morgur apparaît pas, Champette, ne cherche pas. Morgur, mais c'est un perso qui a même pas de figurine, à quoi ça sert? Alors que putain, oui, ça aurait été parfait pour bouffer Ariel à ce moment-là. On a trop pris, ouais, c'est ça. Et ce qui va sortir du chêne des âges, bien évidemment, c'est pas la version c'est pas la version Ariel en mode Fairies des années 80.
C'est pas la forme que moi, personnellement, j'adore, la forme d'AOS, et oui, j'ose le dire. La reine Isha que vous avez dans AOS, avec ses ailes en bois. Alors, pas le scarabée dégueulasse, hein, le scarabée géant, je le déteste, mais le fait qu'elle ait des armures en bois, elle a une tête de fou, elle a l'air ultra vénère, je l'adore, je l'adore, magnifique. Ça aurait été parfait d'en faire une comme ça, mais non. Pour éviter de refondre une figurine, en fait, celle qui va sortir de l'arbre, physiquement, ça sera à l'Ariel. Ça sera la petite elfe dans sa toge blanche avec sa grande chevelure blonde. Sa toge sera plus blanche, elle sera verte, entre guillemets. Elle a juste changé de robe, en fait. Et Nestra et Rahan, lorsqu'elles voient le chêne s'ouvrir, elles se disent « Putain, notre mère, elle se réveille, ça y est, c'est fait. » Et la première phrase que dit Nestra, c'est « Vous êtes à l'Ariel, là-haut elfe. » Enfin, c'est Arahan qui dit ça. Et Nestra va à nouveau revoir, elle va faire « Non, vous êtes notre mère, mais différente. » Et c'est là qu'on comprend que Alariel et Ariel, les deux personnages, ont fusionné, car elles sont en fait toutes les deux des avatars de Isha sur Terre, ce qui fragilise Isha depuis la fin du Ranadandra précédent. Comme l'a fait l'Iléate, la déesse au ciel a abandonné tous ses pouvoirs parce que tous ses pouvoirs qui étaient séparés sur Terre sont tous devenus un seul, Alariel elle-même. Donc, c'est un grand défi, enfin, c'est un grand deuil pour ma part quand j'ai lu ce passage-là, parce que officiellement Ariel n'existe plus et ne sera plus jamais mentionné. Alors que c'est quand même censé être ma reine éternelle pour mon peuple. Donc moi, j'avais très très mal vécu ce passage, parce que il ne faut surtout pas oublier que Alariel avait eu sa nouvelle figurine en V8. C'était la nouvelle figurine de la reine éternelle pour les elfes, pour les hauts elfes. Et c'était beaucoup plus pratique d'avoir une petite figurine d'infanterie et pas refaire un gros monstre ou une grande figurine déesse magnifique chez les gentils, parce que c'était le privilège des méchants d'avoir les nouvelles figurines énormes et très chères, parce que c'est la fin des temps. Donc bref, Ariel va disparaître définitivement et être assimilé en Alariel, ou Alariel va assimiler Ariel en son corps, pour que Isha ne soit qu'une seule. Et lors de la mort d'Aliatra, Ariel, Alariel, qui sont toutes les deux les mêmes maintenant, Isha, si vous préférez, donc la déesse de la vie, l'avatar de la déesse de la vie, va ressentir également la mort de sa fille. Ce qui fait que le chêne des âges, lorsque Alariel réincarné sortira du chêne, l'arbre sera en train de se soigner, la trame de la vie est sauvée. Voilà, pour ce soir.